Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'émission PL Club, émission consacrée à la 36e journée de Première Ligue. Autrement dit, il reste 3 journées à jouer et à mes côtés pour cette émission, Julien. Salut Julien. Salut Phil. Salut Jean-François. Salut Philippe. Et Christian aussi, comme d'habitude, à distance dans sa data room. Tout va bien, Chris? Tout va bien, Philippe. Ok, on vous retrouve dans un petit instant. Bon, on connaît le champion, on connaît les descendants, mais il reste cette fameuse lutte pour l'Europe et notamment pour le top 5. C'est ça, vraiment, l'intérêt de cette fin de championnat. Jean-François, ça va se jouer jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute du dernier match. Hein. Sur le fil, je pense. Enfin, à moins que ce week-end-ci, le week-end prochain, nous délivre déjà tous les verdicts. Mais il y a beaucoup de concurrents. Ayons en mémoire qu'il y aura un certain Nottingham-Chelsea lors de la dernière journée, que toutes les caméras seront peut-être là-bas, braquées là-bas. C'est vrai. Bon, on va aborder évidemment cette lutte pour le top 5, pour l'Europa League, voire la Conference League aussi dans un petit instant. Un mot tout d'abord avec vous, Christian, sur la journée précédente et sur quelque chose qui peut paraître un détail, mais qui parfois peut faire toute la différence. Ce sont les rentrées en touche. Oui, et en faisant, enfin on le verra un peu plus tard dans l'émission, mais en faisant l'analyse et l'observation depuis le début de vision du jeu en 2010, eh bien c'est le seul domaine des phases arrêtées qui a progressé, c'est les rentrées en touche. Donc maintenant, on marque entre 11, 12, 13, 14, 15 rentrées en touche par saison, et on voit de plus en plus maintenant utiliser cette arme comme une sorte de mini-corner. Et Bournemouth en a fait l'expérience ce week-end et ils ont marqué comme ceci. Et Brentford, qui est un spécialiste qui, généralement, eux, alimentent leur compteur avec 3-4 par saison, les spécialistes des phases arrêtées. Voilà, ils parviennent à créer le danger grâce à cette rentrée en touche. Et ce week-end, il y en a eu 2. Donc, c'est quelque chose qu'on peut observer semaine après semaine. C'est quelque chose, Jean-François, qu'on peut travailler, les rentrées en touche, ou alors on balance le ballon. Franchement, là, on balance le ballon. Et on attend qu'il retombe sur la tête d'un grand. Alors, quand je dis on balance le ballon, je nuance. On a évidemment des positions occupées devant le but, mais à un moment donné... ceci dit, c'est vieux comme le foot. Comme le foot. Hein. Donc, souvenons-nous de... C'était Rory Delap qui avait... on l'appelait la catapulte. Il envoyait ses ballons terriblement loin. Donc non, c'est bien d'avoir dans son effectif cette possibilité-là. En plus, ce qui est important toujours sur les phases arrêtées, puisqu'on en parlera encore dans l'émission après ensuite, c'est évidemment tenir compte aussi du fait qu'il y a toujours un adversaire. Hein. Il est là, il joue, il détermine aussi la réussite ou non. Ça reste quand même un contresens du football. Moi, j'aime bien le mini-foot quand on relance même les touches au pied. Il n'y a aucun sens qu'une rentrée en touche se fasse avec les mains. C'est tout à fait personnel, mais je trouve que c'est vraiment inutile. Et ça a été testé, je me demande si ça a été testé en division 2 belge. À une certaine époque. Et la FIFA... Et dans des tournois internationaux. Voilà. Et la FIFA a estimé que ce n'était pas une bonne règle. Mais franchement, faire des rentrées en touche... Appelez le board et dites-leur que... Autre chose à faire, Philippe. Ok, allez... Encore quelques images du week-end dernier. Ce sont les best goals, avec pour commencer un magnifique but 100% belge. Come close, nothing to show for it. And on the back foot again here. Feeding Doku, dancing his way through, trying to set up De Bruyne, and he's managed that. Kevin De Bruyne with the breakthrough. Goal number 108 in the famous light blue. Boy, are they going to miss him when he's gone. Caesar. He's having another go. Oh, wow! Something really special too from Julio Enciso. Hauls Ipswich back into the game. 8.5 minutes left to play. Still applause for Coyote as he comes across. Brilliant finish from Garnacho. Is this game over? A stunning strike from Alejandro Garnacho. Here is El Hanous. It's Vardy! And Leicester City take the lead. Ødegaard. Slipped in, Declan Rice round the keeper and in. And Declan Rice marks a century of Arsenal appearances with a typically well-taken goal. On a vu le but de De Bruyne. Petite
entre guillemets, information, en tout cas, nouvelle rumeur concernant l'avenir de De Bruyne. Selon certains médias italiens, il pourrait aller à Naples, rejoindre Lukaku. Vous y croyez? Peut-être plus que dans un autre club anglais, je ne sais pas. Non, je voudrais juste dire par rapport aux rumeurs, d'abord, ce serait chouette de les voir tous les deux jouer ensemble. Voilà. Et deux, je m'étonne toujours quand même que le journalisme sportif aujourd'hui, c'est 90% de rumeurs et 10% de faits. Pourtant, notre métier, c'est des faits. Et aujourd'hui, c'est toute une industrie qui ne fonctionne que sur des rumeurs. C'est assez étonnant. Et pour le parallèle, il y a un journaliste ou un analyste économique qui disait la même chose. Et il disait, il faut savoir que sur 5 informations dans la presse financière, il disait, il y en a toujours au moins une qui est fausse. Et donc, c'est incroyable le parallèle avec le foot où on pourrait inverser. Il y en a une de vraie sur 5 et 4 fausses. Et c'est toujours à celui qui aura sorti. Évidemment, le rôle des réseaux sociaux aussi concernant cela, bien entendu. Bon, 28 buts marqués le week-end dernier. On est dans la moyenne. Et une journée qui s'est terminée lundi avec un match quand même qui était très important. Crystal Palace face à Nottingham Forest. On va revoir les images ensemble. 1 but partout. Une équipe de Forest qui est quand même un petit peu dans le creux depuis quelques semaines. Ça s'est confirmé. Peut-être face à Palace, même si Palace est une bonne équipe aussi. Sans Sels, je pense pas qu'il revienne avec un point. Hein, donc, non, ça a été un match compliqué. Ils sont dans leur valeur, en tout cas. Ils essaient de faire. Ils font du Nottingham, ça marche moins bien qu'avant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils ont un très bon gardien. Alors, pour revenir sur Palace et Eze, vous avez peut-être vu l'information comme quoi Eze a remporté un tournoi de chess, comment on dit encore, les échecs. Et je trouve ça génial, un numéro 10. Il est anglophone. Non, mais c'est parce que j'ai vu l'information en anglais. Chess. Et en effet, moi, je ne suis pas joueur d'échecs. Et il expliquait que c'est sa vision du jeu. Je n'ai pas de doute qu'il y a une compréhension du jeu qui... Ah, ben, on dit toujours que les grands joueurs d'échecs sont des gens qui sont stratégiques. Et il y a beaucoup de grands dirigeants d'entreprise qui sont de très très bons joueurs d'échecs. Oui, parce qu'il y a la réflexion mentale. Comme Christian dit souvent, T+1, T+2, et je pense que voilà. Donc c'est un joueur très malin et très beau à avoir joué. Ok, pour en revenir à Crystal Palace, 4 points sur 15, hein, donc une régression au classement. Élimination aussi en demi-finale de... Nottingham. Qu'est-ce que j'ai dit? Crystal Palace. Non, Nottingham, pardon. Élimination aussi en demi-finale de la FA Cup. Sels, vous en parliez, 13 clean sheets, c'est le record encore en Premier League. Raya en a 12, mais ce serait bien pour lui, pour couronner vraiment cette magnifique saison, de décrocher un trophée individuel. Hein. Oui, franchement, il est exceptionnel parce qu'arriver à faire ce qu'il fait là maintenant dans un club, parce que c'est aussi un club qui, avec un bloc généralement un peu plus bas quand même, une structure défensive plus basse, c'est un gardien qui est fort sollicité quand même. Donc à un moment donné, franchement, chapeau pour sa saison. Il est solide, il est voilà, à l'image de ce qui s'est passé dans le dernier match. Ok, on est d'accord là-dessus. On passe maintenant à notre première affiche. Elle concerne évidemment la lutte pour le top 5, Newcastle-Chelsea. We are Premier League. And that is the equalising goal. And it's Jackson. And it's 1-0 Chelsea. Les Magpies face aux Blues de Chelsea, ce sera dimanche à 13h. C'est un match évidemment très important entre le 4e et le 5e. Alors c'est un peu particulier parce que les deux équipes ont exactement le même bilan à un détail près. 63 points tous les deux, même différence de but, plus 21. Petit avantage à Newcastle qui a marqué plus de buts. C'est un match à ne pas manquer, ça risque d'être chaud là-bas, St. James Park. Hein. Ouais, mais c'est le plus beau match du week-end. Oui. En termes d'intérêt, c'est le plus beau match du week-end. Newcastle est un peu entre deux chaises. À la fois, ils jouent au domicile, donc ils doivent prendre les 3 points parce qu'ils vont à Arsenal la semaine prochaine. Et donc c'est extrêmement important pour eux de maintenir les autres derrière. Alors, évidemment, dans cette fin de saison, tout le monde va peut-être perdre des points par-ci, par-là, mais à domicile, en tout cas, ils ne peuvent pas se permettre. Je signale qu'ils les ont déjà battus une fois à domicile cette saison. C'était dans un match de Coupe de la Ligue où ils avaient gagné 2-0 contre Chelsea. Justement, je pense que Newcastle, il y a vraiment un à domicile et en déplacement. Et à domicile, je regardais, c'est clair, c'est spectaculaire. Ils gagnent 11 fois. C'est beaucoup, c'est des belles stats. 11 victoires à domicile devant leur public, il n'y a pas de problème. Notamment avec 7 matchs, 7 victoires à 3 buts au plus. Donc c'est vraiment, on va à St. James Park, on sait que logiquement, on s'amuse. Par contre, et c'est là que c'est inexplicable presque, c'est qu'ils vont faire 4 défaites. Contre qui? Contre du West Ham,
0-2. Contre du Fulham, Fulham encore, disons, Brighton et Bournemouth. Et donc, autant ils sont bons face aux forts, mais ils perdent des points aussi. Regardez les résultats à domicile de Newcastle contre le top 7. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est top. C'est très bien, c'est très bon. Avec un bilan pareil, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Maintenant, il faut que ça soit aussi fort face aux moyens ou face aux petits, ça va, ça passe à chaque fois. Mais face aux moyens, mais donc c'est à domicile qu'ils vont aller la chercher. Aller jouer à St James's Park, c'est quand même toujours très compliqué. C'est l'un des stades les plus chauds. On a l'impression en tout cas que les joueurs vraiment sont encore plus forts devant leur public, c'est certain. Ouais. Christian, il y a un attaquant dont on a beaucoup parlé cette saison, plus que les saisons précédentes, c'est Isak aussi qui apporte beaucoup dans ces matchs-là, dans ces gros matchs. Oui, il a passé un cap parce que il y a des attaquants et des buteurs qui sont performants contre les petites équipes, mais lui, par contre, il est vraiment l'homme des grands matchs. Et en regardant dans tous ces matchs à domicile et contre le top 7, il a marqué 5 fois avec des domaines différents. Vous voyez, il marque de la tête. Il a marqué aussi au cordeau, donc il a marqué aussi sur phase arrêtée. Il est aussi, en fait, il a montré toute cette palette de possibilités. Il a les tirs aussi hors rectangle. Et c'est important parce que dans une équipe comme Newcastle, et Julien l'expliquait, il y a tellement parfois des séries où c'est des hauts et des bas, avec ils enchaînent une série de matchs où ils ne gagnent pas, où ils ne marquent pas, puis ils enchaînent des 6-7 victoires où il est omniprésent, et en montrant toute cette palette et ses qualités de pouvoir s'adapter dans différentes circonstances à différents moments de la saison, ça fait de lui un buteur qui a passé un cap et qui est peut-être capable d'aller un peu plus haut maintenant. 23 buts et 6 assists. Je pense que c'est sa meilleure saison. Vous avez un petit coup de cœur, je pense. Je l'adore. Et je suis vraiment content parce que quand on en parlait déjà, quand il est arrivé, on ne savait pas vraiment, on ne sait jamais. Vous vous souvenez combien Newcastle a payé ? C'est un bel exercice à vous trois. Christian aussi, une idée de chiffre? Je sais plus. Je sais pas, je crois que c'était pas 70 millions, non? Exactement. J'ai revu ça la semaine passée, ce que je faisais Newcastle. Quand j'ai vu 70 millions, je me suis dit, ah oui, quand même, 70 millions. Donc, il fallait finalement qu'il assure autant. Oui, mais il faut savoir que, alors ok, on le connaît peut-être pas depuis très longtemps, mais avec la Belgique Espoir, on avait joué pour la qualification au championnat d'Europe en Italie contre la Suède. Il était déjà la star de cette équipe de Suède à l'époque, donc il était en devenir un très très grand joueur que tous les clubs du top niveau voulaient acquérir à ce moment-là. Donc il est dans la continuité de l'attente qu'on avait en lui. Christian, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et il ne faut quand même pas oublier qu'il a fait ses armes en Espagne avec la Real Sociedad. C'est quand même, on parle du plus grand championnat du monde de la Première Ligue, mais en termes techniques et tactiques, l'Espagne est vraiment très fort. Regardez Nicolas Jackson, il a fait ses armes à la Villarreal, lui à la Real Sociedad. Donc ils viennent de clubs moyens, mais ils parviennent à s'en sortir en Première Ligue. Ça veut dire la valeur aussi de ce championnat espagnol. Joueur déterminant vraiment du côté de Newcastle, Isak. On parle maintenant de Chelsea qui joue donc ce jeudi, il faut le rappeler, la demi-finale retour de la Conference League contre Duke Garden. Ce sera chez nous, avec vous, avec Julien, plaisir. En commentaire sur vous Sport World, 20h55. Chelsea est donc 5e, égalité de points avec Newcastle, 2 petits points de plus que Nottingham. Alors si Newcastle est redoutable à domicile contre le top 7, on l'a vu, Chelsea... mais c'est l'inverse en déplacement, c'est 4 défaites en 4 matchs contre le top 7 en déplacement. On va voir l'infographie. Oui, c'est... Donc on a envie de dire, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Sur ces deux tableaux-là mis en parallèle, on peut évidemment dire avantage Newcastle. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça et c'est avantage de Newcastle tout court, pour moi en tout cas, dans ce match-là. Mais bon, un match doit toujours être joué, c'est trop simple, sinon ce serait trop simple. On aurait raison dans les paris chaque semaine. Si je peux me permettre, et Jean-François, est-ce que là, on ne doit pas s'attarder sur Maresca et se poser 3 questions? Déjà, le bilan, on l'a vu, chiffré, c'est insuffisant. 2, l'impact dans le jeu. Moi, j'attends toujours la manière Maresca. Je regarde des matchs, je ne vois pas la manière Maresca. Et le style de jeu proposé ne me plaît pas. Et je veux un chiffre important. Il s'en fout. Hein, oui, il n'y a pas de mais appelez-le aussi après le board. Il y a un chiffre important. Liverpool est champion. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ossature cette saison à 6-7 joueurs qui jouent énormément. Chelsea, curieusement, a une ossature incroyable. Hein. Il y a 6 joueurs qui sont à plus de 80% de temps de jeu en championnat, je parle. Hein. C'est énorme. Logiquement, vous avez votre ossature, votre base. Logiquement, c'est facile pour vous.
Ouais, je suis un petit peu moins sévère peut-être. D'abord parce que ce n'est que sa 2e expérience. Il faut voir les conditions dans lesquelles il arrive à Chelsea. Souvenez-vous de ce bordel dans le vestiaire, dans la direction et dans les transferts. Voilà. Donc voilà. Après, oui, il y a un constat qui est fait, Christian l'a souvent fait, vous avez raison, sur l'identité même du jeu. Il essaye sans doute de modifier quelque chose, sauf que là, peut-être où il est dans l'erreur, Christian peut le confirmer, c'est qu'il ne fait pas nécessairement en fonction des joueurs qu'il a à sa disposition. C'est ça. Christian. Oui, de toute façon, on va le voir dans les séquences. Hein. Donc, vous m'aviez posé la question en disant la semaine passée, est-ce que, en voyant le jeu de tête extraordinaire de Chris Wood, c'est pas lui qu'on devrait engager avec le système de jeu de Maresca, qui est le passage obnubilé. Il est obnubilé par les flancs, il veut des centres, mais il y a personne qui s'est marqué des buts sur centre, et on le verra que c'est un joueur qui vient de 2e ligne et qui est un milieu de terrain qui marque le plus suite à des centres. Donc, il essaye, je peux comprendre aussi, hein, c'est un peu comme De Zerbi, il a essayé aussi d'implanter un système de jeu et de jouer un peu la carte personnelle de l'entraîneur. Mais d'abord, et Arne Slot nous l'a montré, il faut d'abord laisser s'épanouir les joueurs en fonction du modèle et puis petit à petit faire des changements. Là, il essaye un peu d'imposer ce jeu dominant, mais c'est pas actuellement le modèle des joueurs qu'il a en attaque. Juste pour étayer ce que je disais, Chelsea, valeur du noyau, plus d'1 milliard. 1 milliard. Il joue contre Ipswich, qui est un promu, qui a déjà été relégué depuis 3 semaines. Ils font sur l'ensemble de la saison 1 point sur 6. Je suis désolé, ils jouent le jeudi, d'accord, ils jouent avec une autre équipe totalement différente, avec une ossature. Je trouve que Chelsea aurait dû bétonner déjà depuis longtemps cette place européenne. Vous avez tout à fait raison, mais ça confirme ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que la politique de transfert, 1 milliard pour faire 2-2 contre Ipswich, on est d'accord qu'il y a un souci. Mais on peut laisser le doute et laisser dire, bon, on va voir comment il va grandir avec cette équipe. Mais quelle est sa responsabilité dans les bons résultats ou les moins bons? C'est ça, Maresca. Ouais. Oui, mais alors on peut avoir ce raisonnement-là pour tous les entraîneurs. Hein. Après, s'il gagne la Conference League et s'il termine dans le top 5, tout le monde dira bonne saison. Très bonne saison. Exactement. D'ailleurs, vous n'oubliez pas qu'il joue la Coupe du Monde des clubs cet été. Hein, je vous rappelle, 32 équipes, dont 12 européennes. City et Chelsea en feront partie. Et donc Chelsea sera avec Flamengo, l'Espérance de Tunis. Et alors on cherche un dernier club parce qu'il y a un club qui a été refusé suite à la FIFA a exclu un club à cause de la multipropriété. Et j'ai été voir du coup en Première Ligue la multipropriété. Mais les 3 clubs qui se battent à l'heure actuelle, City, Newcastle et Chelsea, sont 3 clubs évidemment de multipropriété. C'est quand même un petit problème, mais c'est annexe en ce moment. Il y a de temps en temps des petits problèmes dans le milieu du foot. C'est une habitude. En Première Ligue, Chelsea reste sur 3 victoires d'affilée, ce qui n'est quand même pas mal. 1-2 contre Fulham, 1-2 à Fulham, 1-0 contre Everton et 3-1 contre Liverpool. Mais question, cette victoire contre Liverpool le week-end dernier, est-ce qu'elle est réellement significative? Ça reste Liverpool, mais Liverpool déjà champion. Et qui, on a noté un petit relâchement quand même du côté des Reds. Mais un bon match de Chelsea aussi, quand même. Oui. Mais Chelsea est une bonne équipe, il y a des bons joueurs. Oui, et on c'est ça, surtout. Parlé. Moi, il n'y a pas de critique à faire sur Chelsea. La seule chose, c'est que, évidemment, qu'une équipe de Liverpool championne et les choix de l'entraîneur aussi au départ dans la composition d'équipe nous démontraient quand même qu'il avait déjà, lui, envie de donner du temps de jeu à certains qui en avaient eu un peu moins, etc. Donc, c'était pas tout à fait non plus le 11 idéal de Liverpool pour entamer cette rencontre. Non. Bon, un bon Romeo Lavia, ça fait. Oui, ça c'est important. Quand même des choses chouettes pour nous. Bon, ça va, tempérons-nous, les gars. Dès qu'il joue et qu'il joue un peu convenablement, combien il a coûté, rappelez-moi? Beaucoup, mais là j'ai un doute, je ne vais pas dire de bêtises. Son problème, c'est pas le talent, le problème c'est qu'il est très fragile. Oui, mais au-delà de ça, je trouve que moi j'attends de voir un enchaînement de matchs et pas le niveau qu'on a vu là, encore au-dessus. C'est ça le truc, c'est que aligner les matchs, ce sera bien pour lui parce qu'il doit être encore supérieur. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Ça va être, on se contente, en tout cas dans ce match-là, finalement, de relativement peu pour dire, oh mon Dieu, c'était extraordinaire. Non, on n'a pas dit non, mais bon, voilà. Il a des traits quand même, il fait des choses en 6, c'est vrai, sont assez exceptionnelles, mais à voir dans la continuité. Je sais pas, moi je trouve les contrôles orientés, il a un bagage technique. Magnifique, un joueur de foot qui fait un contrôle orienté. Il a un bon passing, il est dans la verticalité. Il y en a qui ne savent pas. Oui, c'est vrai. Plus maintenant. Pour un gars comme ok, c'est un bon joueur, mais ça va. Maintenant, à un moment donné,
c'est notre rôle de journaliste aussi, que de réagir à des faits et à dire, à un moment donné, flûte, quoi. Il faut du temps de jeu et il faut des prestations qui, désolé, soient supérieures à celles-là, même si, pour un match de reprise, quand on n'a pas beaucoup joué, c'était un bon match. Voilà, point. Palmer a marqué. Il n'avait plus marqué depuis le 14 janvier. Donc, il s'est un peu débloqué. Ça peut être important, vu les qualités du joueur. Oui. 15 buts, 8 assists. C'est vrai que ce passage à vide était incompréhensible, encore une fois. Très bizarre. Incroyable. Mais bon, parce qu'il jouait, continue à jouer. Oui, bien sûr, il a quasiment toujours. Il a 91% de temps de jeu. Il a pratiquement joué toute la saison en call. Voilà, Christian, dans l'entrejeu, il y a un autre joueur qui est important, c'est Enzo Fernandez. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez constaté concernant son rôle. Vous avez vu dans la séquence précédente, on a vu les 2 premiers buts de Chelsea, c'était des passages par les flancs avec le centre de Neto et justement Enzo Fernandez qui marque comme ça. Et le deuxième but, c'est le passage par le flanc de Cole Palmer et le but contre son camp. Et donc en fait, c'est exactement ça qu'il essaye de faire, cet entraîneur, c'est d'avoir ce passage par les flancs. Et malheureusement, il n'y a pas d'attaquant qui est vraiment... on a vu même des Cucurella marquer des buts sur des centres au cordeau. Voilà, c'est ce qu'on voit ici et on a besoin de ce joueur-là pour venir marquer suite à des centres. Lui, évidemment, il doit faire un effort incroyable pour pouvoir se positionner, mais c'est le joueur le plus performant sur centre dans le système de jeu qui est prôné par Maresca. Donc il y a une anomalie, sauf que pour lui, il parvient à se mettre en évidence parce que voilà, il vient se présenter et il est très efficace comme ça. Mais il faut évidemment d'autres joueurs qui soient capables, d'autres joueurs que Cucurella qui vient du latéral gauche et d'Enzo Fernandez qui vient de deuxième ligne pour pouvoir être performant dans ce domaine. Limpide. Oui, tout à fait. Exact. Après, voilà. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Oui, bien sûr. Oui. Il a aussi coûté très cher. Oui. Mais ils ont encore une fois, ils ont du talent. Ils font une saison très correcte pour l'instant. Bien sûr que l'objectif est terminé dans le top 5. Ils en ont les possibilités. Sur papier, en tout cas, si ils parviennent à bien négocier leurs 3 derniers matchs, ils devraient normalement y être, puisqu'il y aura cette confrontation face à Nottingham. Ouais. Donc voilà. Et en finale, pardon Jean-François de vous couper, de Conference League, ils sont quasiment qualifiés. Ils ont gagné un 4 là-bas du Garden. Ouais. Ils vont prendre soit le Betis ou la Fiorentina. Et je serais curieux de voir dans quelle approche ils vont jouer à Newcastle, sachant que pour eux, en tout cas, un point à Newcastle serait quand même très bonne affaire. Je voudrais être complet parce que j'ai pas tout dit. Donc la FIFA a refusé un club pour la Coupe du Monde des clubs, non pas parce que c'est multipropriété, mais parce que c'est un même holding qui détient les 2 clubs mexicains. Ouais. C'est ça en fait le problème. Donc voilà. Et ce club qu'on attend sera dans le groupe de Chelsea. C'est bien d'être précis. C'est donc un vrai match au sommet, ce duel entre Newcastle et Chelsea à 13h30 dimanche. On passe à notre deuxième affiche. Affiche vraiment prestigieuse, c'est le mot que je cherchais. Liverpool face à Arsenal. Welcome to Anfield. Alexis McAllister. There's Kiwior. What a start. Liverpool-Arsenal dimanche à 17h30. Ce sera le dernier match de cette 36e journée. Frédéric Wassage sera sur place pour vous faire vivre l'événement. Alors forcément, c'est un match au sommet. Le champion face au deuxième. Mais bon, d'habitude, le premier face au deuxième en fin de saison, c'est le match déterminant pour le titre. Bon, on va quand même regarder ça avec beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr, c'est une super affiche. Mais moi, j'ai envie de dire que quand on est champion d'Angleterre, on se doit d'avoir, en tout cas vis-à-vis des supporters, au moins soigner ces rencontres à domicile, à Anfield. Et donc, rien que pour ça, je pense que ce match-là peut être intéressant. Parce que voilà, ils ont à domicile, on perdu qu'une fois cette saison, c'était contre Nottingham. Ils doivent continuer cette bonne série à domicile et puis un peu moins bon Liverpool la semaine dernière, on en a parlé, mais c'était à l'extérieur. Ici à Anfield, Julien, respect du public. Oui. Ouais, et puis c'était post-fête aussi à Chelsea, donc faut quand même prendre ça en considération. Moi, je suis juste déçu. Vraiment, le mot, c'est déçu par rapport à Arsenal, parce que j'ai bien aimé Arsenal cette saison, mais voilà, on se retrouve un peu comme en Ligue des Champions. C'est bien, mais ils ne le font pas, le 0-1, qui aurait pu changer toute la rencontre hier. Toujours ce même
problème offensif, alors à se demander pourquoi est-ce qu'à un moment ils vont pas chercher un vrai numéro 9 qui marque des buts, parce qu'on a compris qu'en championnat et en Ligue des Champions, au final, c'est ça qui manque, c'est un vrai numéro 9. Et donc je pense là aussi en termes de direction. Gabriel Jesus n'est pas un vrai numéro 9. Oui, mais bon, blessé, il y a Havertz blessé. Mais même quand il n'était pas blessé, il ne jouait pas. Ce sont aussi des choix d'entraîneur qu'il faut remettre en cause aussi. Probable, bref, on va y arriver. Probable. Parce qu'on va parler évidemment plus précisément d'Arsenal et des choix et des comportements parfois d'Arteta. Oui. Et avant ça, on parle un tout petit peu de Liverpool et notamment de Virgil van Dijk, buteur le week-end dernier à Chelsea. Christian, 3 buts cette saison, tous les 3 sur coup de coin, il a re-signé. Donc je pense que ça l'a soulagé un petit peu. Et un défenseur qui marque, c'est toujours un atout dans la panoplie offensive d'une équipe. Oui, Liverpool, on a tout expliqué. Salah, le jeu rapide, puis le jeu dominant placé, puis maintenant, en fin de saison, cette performance sur phase arrêtée qui n'était absolument pas présente pendant le reste de la saison. Et ce que j'ai voulu montrer à travers ce thème ici, c'est que, en fait, un joueur à vocation défensive comme lui, qui est un des meilleurs au monde, peut-être le meilleur au monde à son poste, eh bien, il a aussi un rôle à remplir. Il y a les défenseurs centraux comme Scar et Burn, par exemple, à Newcastle, il marque des buts sur corner. Eh bien, lui aussi, il le fait. Et récemment, il a marqué beaucoup de buts et il a marqué son quota. Alors, on en discutait avec Jean-François avant la préparation de l'émission. C'est très important d'avoir que chaque joueur, même si ce sont des défenseurs, ils remplissent un rôle, un quota offensif dans une saison. Et lui, eh bien, il l'a montré cette saison. Chaque fois qu'il y a corner, eh bien, il a eu la possibilité de marquer. Il en a marqué 3 ou 4 cette saison et c'est vraiment important. Le petit clin d'œil, c'est qu'il a marqué au match aller face aussi à cette équipe. Puis, parce que Christian en parle, chaque fois qu'il y a phase arrêtée, vous voyez que les défenseurs centraux montent. Et en effet, il ne faut pas qu'ils montent. Et voilà, c'est un grand classique. Ils montent. C'est pas un automatisme. C'est qu'il faut à un moment donné qu'il soit utile. Et donc, pour qu'il soit utile, en effet, il faut qu'il marque. Et on dit souvent qu'un défenseur d'un niveau international, au-delà de son rôle défensif, il faut qu'il puisse apporter, on va dire, 4-5 buts par saison minimum pour avoir ce niveau-là. Donc, c'est rempli par Van Dijk cette saison-ci. Il est un tout petit peu en retard là avant la fin de saison, mais voilà, il se rattrape. Donc, non, c'est important. Oui, c'est important. Les Varane, les Ramos, par exemple. Ramos était un bel exemple. Bel exemple des buts très très importants en Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a des défenseurs centraux qui montent. Je serais curieux, petit clin d'œil. Et qui n'en touchent pas une. Nombre de montées sans rentabilité. Petit clin d'œil à Christian. Il parlait de Burn, il a raison. Il a marqué son premier but sur phase arrêtée. Je pense que c'était la semaine dernière. Ouais. Donc voilà. Mais c'était surtout là. Je voulais parler de la part centrale, Scar et Burn, qui eux ensemble, ils remplissent le quota que Van Dijk fait tout seul. Mais c'est ça, c'est l'importance dans le recrutement d'avoir évidemment quelqu'un qui est impeccable défensivement, mais qui a aussi, comme vous le disiez, qui a 4-5 réalisations par saison pour pouvoir aider l'aspect offensif de l'équipe. Et il nous fera une petite séquence un jour avec ceux qui doivent rester derrière, ceux qui ne marquent absolument jamais. C'est vrai. Mais en général, les grands montent et les petits restent derrière. Voilà. C'est vrai. Et pourtant, regardez, Martinez à Man United marque souvent. Post-corner ou phase arrêtée. Bon, Maguire aussi, mais effectivement, ce serait intéressant. Commencer à regarder. De Ramos, il ne faisait pas 2 mètres, Ramos. Non, c'est une détermination. Bref, de toute façon, on va continuer à parler des phases arrêtées, donc on va encore pouvoir faire des commentaires là-dessus. On reste avec Christian pour les phases arrêtées. Phases arrêtées sans pénalty. Depuis la création de Vision du jeu, c'est-à-dire votre base de données, on constate quoi comme évolution, de manière globale? J'ai adapté le tableau que j'avais fait il y a quelques mois. On va le voir directement et on va voir l'évolution. Regardez à gauche, c'est 2010-2011, donc la création de Vision du jeu. On marquait 141 buts sur corner. Aujourd'hui, on est à 107. Vous voyez que ça a diminué de 5 ans par période de 5 ans. Et partout, que ce soit les coups francs indirects, ça a diminué. La seule chose qui augmente progressivement, c'est ce que j'ai dit précédemment, ce sont les touches. Donc, ça prouve que ce que je veux démontrer par là, c'est que défensivement, il y a des mises en place qui sont différentes. Donc, ça devient de plus en plus difficile de marquer sur phase arrêtée. Donc, tout ce qui est rare est précieux. Et c'est pour ça, en fait, que tous ces clubs aujourd'hui, pour combler ce déficit, ils engagent des spécialistes comme Nicolas Jauvert ou comme le gars d'Aston Villa et compagnie. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler et se dire que c'est une arme qui est incontournable.
malheureusement, on va le voir dans la séquence suivante et dans l'infographie suivante, on va voir qu'en fait, le plus grand spécialiste de Première Ligue aujourd'hui, eh bien, c'est lui qui encaisse le plus grand pourcentage de buts. Vous voyez que la moyenne de la Ligue, c'est de 17% de buts encaissés sur phase arrêtée sans pénalty. Arsenal est à 31 en ayant le plus grand spécialiste mondial. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce paradoxe? Moi, ce que je trouve, c'est qu'avant, les staffs, ils venaient en voiture, on avait dans l'autobus, donc les staffs sont parfois plus... Et ils sont filmés. Exactement, ils sont parfois... On connaît leur nom maintenant. Plus nombreux parfois que les noyaux de joueurs. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même pas oublier que d'abord, tout le monde travaille. Première constatation, c'est que tout le monde travaille, tout le monde observe. Quand on a une phase offensive qui est préparée, il y a forcément une lecture défensive qui a été faite par l'adversaire aussi. D'accord ? Donc ça, il faut pouvoir mettre ça. Et puis, rajouter à cela aussi, et on le voit très bien, c'est que en fait, le secret, au-delà des lignes de course, etc., le secret, c'est d'abord le frappeur. Non, le frappeur. À base. Et le geste technique. Le geste technique de base, qui est de frapper. Et puis, c'est je cherche le mot exact, mais le timing de la course et de l'endroit où doit arriver le ballon. Et dans tous les cas de figure, si vous faites... Si tout est parfait et que si vous avez bien anticipé quelque chose et bien lu, oui, vous pouvez marquer en effet. Mais moi, je trouve ça marrant quand Christian montre le tableau maintenant d'avoir donc le même entraîneur qui est chaque fois montré en vidéo, encore dans le match de Ligue des Champions hier, ou entre parenthèses, ils prennent de nouveau un but sur phase arrêtée. Mais par contre, quand défensivement, alors que c'est son rôle aussi. Et que dans l'analyse, c'est aussi son rôle, là par contre, on ne sait plus. Donc moi, je ne sais pas trop, pour être tout à fait honnête, on en a discuté combien de fois avec Christian parce qu'il y a maintenant, on fait des 7 piece lunch. Donc lunch, pardon, oui, pas lunch, c'est le petit déjeuner, lunch, pardon. Je cherche à connaître évidemment l'efficacité, puisqu'on voit que globalement, ça baisse. Donc on peut quand même se dire il y a voilà, et puis si on regarde un petit peu plus près, on parlait Christian peut-être plus précis que moi là-dessus, mais sur les coups francs directs, les choses comme ça, on marque quasiment plus sur ces actions-là. Moi j'ai une question, est-ce que c'est plus difficile de travailler les phases arrêtées défensives ou offensives? Déjà, la phase arrêtée défensive, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on fait un choix de jouer en zone? Est-ce qu'on fait un choix de jouer en individuel? Est-ce qu'on fait un choix de jouer mixte? Etc. Donc, ça va toujours découler d'une analyse de ce que l'adversaire va faire. Sauf que quand l'adversaire vient, il a peut-être inventé autre chose. Donc, à un moment donné, c'est ça tout le souci. C'est-à-dire que les joueurs doivent pas être robotisés non plus, parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est quand même ce qu'il y a sur l'improvisation, l'instant. L'improvisation, l'instant, et puis le feeling. Ouais. Mais Christian, je pense peut-être nous donner un mot là-dessus aussi, mais. Oui, il veut intervenir justement, Christian. Tout à l'heure, vous parliez de jeu d'échecs, vous parliez du T+1 et du T+2. Eh bien, le rôle de ces experts, en fait, c'est de pouvoir anticiper ce que l'adversaire pense de vous. Et donc, il faut toujours être créatif. On l'a vu avec Arsenal souvent cette saison. Ils ont fait des sessions où ils partaient en groupe de la deuxième zone pour pas que le gardien puisse voir le départ. Puis après, ils se sont mis dans le petit rectangle. Et donc, en fait, c'est constamment essayer en fait d'avoir un coup d'avance par l'analyse et par la créativité, par la compréhension de la concentration humaine, parce qu'à T+1, on pense comme ça, mais à T+2, on pense différemment, à T+3 et T+4. Et donc, il faut chaque fois essayer d'anticiper des nouveautés, quoi. Et c'est là qu'on a des discussions pendant des heures. Parce que moi, T+3, T+4, je commence à avoir un problème. Parce que je dis, on peut pas. Il y a tellement d'éléments qui rentrent. Mais c'est des heures de discus qu'on a parfois là-dessus. Je suis un grand joueur d'échecs. On adore ça, on adore discuter. Moi, pour être tout à fait honnête, je lui ai souvent dit, on a souvent partagé ça dans notre passion du football et dans nos discussions. Je trouve qu'il y a beaucoup de pipeaux là-dedans, pour être tout à fait honnête. Il y a beaucoup de choses. Ce sont des gens qui, à un moment donné... Vous savez, c'est comme les gens qui vont arriver avec les stats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des stats? C'est pas une fin en soi, mais c'est par contre une manière de rentrer dans les staffs et de rentrer dans le football. Ouais. Le préparateur mental, c'est la même chose. C'est une manière de rentrer dans un staff, de se rendre indispensable. Le diététicien.
Oui. Et alors, comme on est dans une époque où ce qui est important, c'est le discours, c'est ce qu'on va raconter. Le storytelling. Le storytelling, exactement. Et donc, on fabrique quelque chose aujourd'hui pour faire comprendre ô combien c'est important. Mais la finalité... Et qu'on travaille. Ça travaille. Et qu'on travaille. Mais la finalité de tout ça, c'est quand même, ça nous ramène au tableau qui nous a présenté le premier. C'est que ça diminue. C'est que ça diminue. Oui. Philippe, juste parce que je trouve que c'est le fil rouge qui suit, parce que les staffs ne font que grandir. Et pour le moment, à Manu, ça y est, ils vont virer le responsable du scouting. Il y a un marché là qui s'effondre complètement. Et moi, je suis triste qu'il n'y a plus de scouts. À Manchester, ils vont se baser aussi, comme à Brentford, comme à Brighton, uniquement sur la data. Et le problème, ce qui me dérange, c'est que ça permettait peut-être le ruissellement de l'argent chez les petits, parce que c'était en général des petits coachs de jeunes qui allaient faire du scout du côté dans les régions, etc. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça va perdre la preuve à Liverpool. À part Arnold en ce moment, vous ne voyez que des étrangers dans cette équipe. Il n'y a plus de joueurs locaux. Arnold était né à Melwood, à quelques mètres de l'académie, mais il faut garder le scout. Et si maintenant on ne part que sur de la base de données et tout, il ne va voir que des joueurs étrangers dans tous les clubs, et c'est malheureux. Ok. Allez, Christian, on revient un moment encore chez vous pour parler du modèle de jeu d'Arsenal, parce que là aussi, il y a des choses à dire. La volonté d'Arteta au départ, c'est le jeu dominant placé, le beau jeu, mais depuis quelque temps, vous avez constaté un changement de ce côté-là. Oui, quand j'observe ma base de données, je regarde en fait un peu les différences, et puis après j'écoute ce que l'entraîneur dit et j'essaye de voir si ça a une corrélation par rapport à mes données. Et puis j'entends tout le temps maintenant, Arteta, il pleure beaucoup, il a des blessés, il est la meilleure équipe de Champions League, mais il ne gagne pas, il est la meilleure équipe dans ce domaine-là, les joueurs sont contents et tout et tout. Et puis on regarde l'évolution. Et vous vous souvenez, il y a 2 saisons, comme on avait été dithyrambique par rapport à leur qualité de jeu, comme vous voyez là, c'est-à-dire ces constructions et puis cette zone optimale de centre pour pouvoir être dans le rectangle et marquer des buts comme ça, c'était splendide. Vous l'avez vu sur l'infographie, ils avaient marqué 56 fois comme ça, c'était le record des records, c'était extraordinaire, ils avaient une identité de jeu, ils étaient vraiment dans ce domaine-là, l'équipe à suivre. Et puis, vous l'avez vu sur l'infographie, la saison suivante, on passe à 37, et puis aujourd'hui, on est à 30. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tout ce que les autres équipes cherchent à faire, c'est-à-dire passer de la reconversion rapide au beau jeu, comme on entend souvent, à ce jeu dominant placé, et augmenter ses stats, eux en fait, dans son approche, il fait le contraire, c'est-à-dire que ce que vous voyez là maintenant, il a réussi à le faire 30 fois, c'est-à-dire 50% de moins qu'il y a 2 saisons. Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pour moi, c'est un pas en arrière, c'est un retour en arrière. Et je ne sais pas ce qui a motivé ça. On en a parlé avec Jean-François, il va probablement vous expliquer. Cette saison, en fait, il y a des matchs où Arsenal a décidé de laisser la possession de balles à l'adversaire, alors que l'ADN de leur jeu, c'est d'être constamment en possession de balles et jouer ce jeu dominant placé, comme vous le voyez sur cette infographie. Alors, si je peux me permettre, j'ai fait Arsenal-Brentford, je n'ai pas compris. Arsenal, alors d'accord, c'était entre le succès face au Real à l'aller et au retour. Néanmoins, ils ont décidé de jouer la reconversion. Donc, ça me paraissait incompréhensible. Ils ouvrent le score. Moi, je m'attendais à prendre du plaisir à voir Arsenal. Non. Bon. Et je remarque finalement, parce que je me dis Brentford, il y avait le Real, donc peut-être. Mais en fait, pas du tout. Les 4 derniers matchs consécutifs à domicile, ils sont battus, on l'a vu ce week-end face à Bournemouth, battus face au PSG, partage 2-2 face à Palace et partage face à Brentford. Ça fait quand même 4 matchs consécutifs devant son public qu'Arsenal ne parvient pas à gagner simplement un match. Je vous parle de Palace. Arsenal doit être capable de gagner Palace. Alors, et c'est un peu cette fin de saison en nœud de boudin. Et je suis désolé. Maintenant, on peut vraiment faire le parallèle avec ce que Christian disait par rapport aux phases arrêtées, donc jeu vert. Donc, on nous a monté ce jeu vert. Faire les phases arrêtées, c'est super, d'accord. Mais moi, Arsenal, c'est pas les phases arrêtées. J'ai pas envie de voir Arsenal marquer et gagner sur un corner ou un coup franc. Arsenal, c'est le jeu, c'est Ødegaard, c'est Saka, c'est du jeu, c'est la combinaison. Je l'ai un peu retrouvé face à Bournemouth. Malheureusement, deuxième mi-temps, ils ont été battus. Il faudra juste qu'on se mette dans la tête, et vous en particulier,
réguliers qui ne font pas tout leur raisonnement en fonction de ce qu'on pense nous. Oui. Donc, mais c'est très important. Mais je comprends. Non, je comprends. En fait, vous aimez le beau jeu et vous souhaitez. Et Arsenal, c'est le beau jeu. Oui, sauf que en jouant le beau jeu, comme on disait, il n'était pas champion. Ils sont deuxième 3 fois. Et donc ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on doit essayer de modifier cette saison, et donc on va essayer de modifier quelques petits paramètres. Et peut-être qu'ils ont basculé un petit peu dans l'extrême. Dans l'extrême inverse. Il faut peut-être revenir à quelque chose qui se situe entre les deux et qui probablement sera plus séduisant. Peut-être parvenir dans certains matchs à laisser le ballon à l'adversaire et parvenir dans certains matchs à pouvoir peut-être dominer et continuer à faire ce qu'il faisait avant. Moi, je pense que ça a été délibéré dans l'esprit du coach et du staff cette saison-ci que d'essayer de jouer finalement une saison avec cet état d'esprit-là. Le constat, c'est que peut-être que le curseur a été un petit peu mis trop bas en fonction de production de jeu cette saison. Entre parenthèses, ils ont été souvent sauvés par des phases arrêtées cette saison, parce que même dans les transitions, qui étaient pourtant le choix tactique, ils n'ont pas été terribles. Dans la première partie de saison, c'était pas très très bon. Donc voilà aujourd'hui. Rappel quand même, pour tout ça, pour tout ce qu'on dit, pour toutes les discussions qu'on a, il a quand même dépensé 800 millions de livres. Donc ça, c'est sûr que il est temps maintenant que... ça se rentabilise. Voilà, et que peut-être qu'il est, grâce à l'ampoule, vous avez vu l'histoire de l'ampoule dans le vestiaire avec ses joueurs, la connexion. Il faudrait qu'il trouve la lumière aussi pour trouver une solution, pour être peut-être champion dans les années J'ai 2 chiffres très vite. Arsenal, c'est 18 victoires, c'est autant que Chelsea. Très curieux de le savoir. Et surtout, c'est 38 points de perdus en 35 matchs. Pour moi, ça fait une moyenne de 1 point de perdu par rencontre. C'est pas assez pour être champion. Donc, ça, c'est sûr. Liverpool est un beau champion, mais Liverpool est un champion qui n'a pas vraiment eu de concurrence. Ok, Christian voulait encore ajouter quelque chose. Oui, juste ajouter un petit mot par rapport à ce que dit Jean-François. Il y a un choix qui est différent. Ils sont quand même toujours deuxième, et là, Julien vient de le dire, c'est parce que le reste de la meute, c'est un peu pété la gueule en chemin, et donc c'était un peu facile. Et c'est surtout le nombre de points. Je crois qu'il y a combien de points par rapport à la saison passée? Il doit y avoir une vingtaine de points, plus de 20 points de différence. Donc, je ne sais pas si finalement c'est la bonne solution, parce qu'avec 20 points de plus, ils auraient été candidats au titre. Effectivement, on peut en discuter pendant des heures de toutes ces équipes. On rappelle donc quand même que cette affiche, parce que c'est une grosse affiche, même si Liverpool est déjà champion et qu'Arsenal doit quand même essayer aussi d'assurer la deuxième place. Je rappelle qu'une des choses, l'émission s'appelle aussi à l'épreuve des faits. Oui. Et donc, comme c'est à l'épreuve des faits cette saison-ci, en tout cas ça c'est un fait, Arsenal, dans ce style-là, ne sera pas champion. Et bien voilà. Même l'année prochaine. Donc il vaut mieux qu'il revienne vers ce qu'il faisait avant. Et on embrasse un de nos abonnés qui s'appelle Julien, c'est lui qui s'occupe de la page francophone d'Arsenal à un titre personnel, mais qui a énormément de succès. Et on l'embrasse parce que voilà, si vous avez beaucoup de conversations avec Christian, j'en ai avec Julien. Je connais pas Julien. Et voilà, il alimente nos réflexions aussi. Super. D'accord. Allez, on termine avec le programme de cette journée de foot anglais. Goals of the Day. Le match fil rouge sera Southampton, Manchester City. Bournemouth, Aston Villa, c'est important aussi pour Aston Villa, qui est concerné aussi. Il ne faut pas les oublier. Exactement. On lutte aussi pour le top 5. Newcastle, Chelsea, on en a parlé. United, West Ham, Forest, Leicester. On verra si ces équipiers vont se redresser. Et donc Liverpool, face à Leicester. Normalement à domicile. Ça devrait passer. Et puis Christian sera avec nous aussi ce week-end avec l'application Discord sur le match d'Enfield ou autre chose. Ouais, mais de toute façon, je dois suivre la continuité du dimanche, donc je serai à mon avis sur le match de Newcastle-Chelsea aussi en début d'après-midi, et puis je continue avec le match de Liverpool. Parfait, merci beaucoup Christian, à très bientôt. On rappelle aussi, Jean-François, qu'on a une soirée européenne quand même. Ce jeudi. Oui, tout à fait. La Conference League, Chelsea du Garden, on l'a dit, ce sera avec Julien, 21h. Et puis l'autre match risque d'être très intéressant aussi. Fiorentina-Betis, puisque le Betis est allé gagner 2-1. A gagné 2-1 à l'aller. Donc là, il y aura vraiment match pour la deuxième manche et ce sera avec Philippe Daman. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram. Merci Jean-François. Merci. Merci Julien. Encore merci à Chris et merci à vous tous et vous toutes, bien sûr, de nous suivre sur cette émission. Bon week-end foot. À très bientôt. Bye bye. There's been a few Dutch masters throughout history.
their impact is often felt long after they're gone. But for some, it's instantaneous. The most decorated club in the land under brand new management. It's enough, to become a master, you must challenge the established. Pave the way for the new whilst drawing on the old. Jurgen left the team in a very good place. Bring light to the darkness and steer into contrast. It could be brutal and it could be beautiful. Find peace away from the frenetic. Arne Slot. This is rather more harmonic football. Jota dancing! McAllister! And build houses where artists feel at home. Building a masterpiece requires passion, skill and dedication. If you want to compete for something special, that you have to win a lot of games in this league. Diaz! What a hit! Liverpool dream of greatness. An artist's greatest work. Salah on the spin! Masters go where those before haven't. Arne Slot's Liverpool marching towards title number 20. Achieving the unthinkable. I don't think anyone, including me, would have predicted this. And masters always leave a mark.